Show Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Bonjour et bienvenue dans Actu Commenté. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le conflit qui touche la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Nous verrons ensemble les raisons historiques et géopolitiques et pourquoi pas économiques de cette situation difficile. Et pour en parler, nous avons la réaction de l'ambassadeur André Alain Atundu. Cet homme qui a traversé le régime hier dans les renseignements sous le maréchal Mobutu et aussi avec Joseph Kabila comme porte-parole de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, il soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons aussi partager avec vous cette analyse sur le conflit du M23 et la crise à Goma. Quelles sont les différentes dynamiques? Nous allons en parler tout à l'heure. Il y a aussi la réaction de Jean-Claude Tshilombai, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et enfin, les propos du professeur Kwebe Kimpele, cet ancien journaliste à la chaîne nationale, sur le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Depuis longtemps, la province du Nord Kivu, cette province riche en ressources naturelles, souffre des conflits. Les divisions créées d'une part par la colonisation et d'autre part par le génocide rwandais de 1994 qui a emmené beaucoup de réfugiés, ont rendu la situation difficile, voire fragile. Et selon les historiens, pendant la période coloniale, la Belgique a tracé des frontières sans tenir compte des différences entre les groupes locaux et cela a créé des tensions. Ces événements ont préparé le terrain pour le conflit qui se poursuit jusqu'aujourd'hui avec les rebelles du M23. Avant de commenter, nous allons demander cet élément de l'ambassadeur André Alain Atundu. Il va parler des accords du M23. Cette trame provient des négociations avec le CNDP du 23 mars 2009. Vous parlez de l'erreur. C'est une erreur. Le fait d'avoir négocié avec le CNDP? Oui, parce que dans l'accord, ce n'était pas le CNDP comme parti congolaise, comme coalition des Congolais. En réalité, c'est le Rwanda sous le caparation du CNDP. Parce qu'il y avait déjà des infiltrés rwandais. Donc vous pensez que CNDP, M23 égale aussi AFC, les Nanga, non. les Nanga? C'est une suite logique. Le parent, c'est le CNDP. Le fils, c'est le M23. Le petit-fils, c'est l'AFC. C'est Kagame qui a tissé toute la trame. Selon vous, lorsque vous lisez les accords du 23 mars des CNDP, pensez-vous effectivement que les Congolais, Joseph Kabila et tous les autres acteurs politiques qui avaient négocié avec les CNDP, donc les Rwandais, ils avaient trahi les pays carrément? Ils devaient savoir que le CNDP n'était qu'une carapace. La partie congolaise devait signifier, au moins nommer le Rwanda dans l'accord. Nommer les Rwandais? Nommer, désigner le Rwanda. L'erreur provient de la négociation imparfaite ou de la conclusion imparfaite de l'accord du 23 mars 2009. Lorsqu'on lit les accords du 23 mars, aujourd'hui, toute analyse politique est scandalisée de voir les contenus de cet accord-là. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Est-ce que c'était une ignorance ou bien c'était fait sciemment pour trahir? Donc la conclusion est celle-ci, c'est soit par naïveté, c'est soit par
par ignorance, ce soit par complicité. En tout cas, rien ne peut justifier la pertinence de cet accord au regard de l'évolution de la situation du pays. Donc ça signifie que le Congo a été piégé dès le départ. Dans l'accord du 23 mars 2009. Dès le départ. Si aujourd'hui Kagame a pu exiger qu'on mette le FDLR, qu'on mette en équation le FDLR dans les négociations, c'est parce qu'au départ, nous avions accepté cet accord de M23. Est-ce que c'est là qu'on effectivement, c'est que le président a dit que l'AFC est égal à Kabila et dans l'AFC? C'est une déduction. C'est une déduction. Le président a remarqué, beaucoup de gens du PPR, des FCC, des figures emblématiques, ils sont partis, des proches. Il n'y a rien. Et oui, vous venez de suivre la réaction de l'ambassadeur André Alain Atundu, qui est André Alain Atundu. C'était un ancien officier des renseignements sous le maréchal Mobutu Sese Seko. Il a été en poste à Paris, à Bruxelles, comme ambassadeur du Zaïre, également à Kigali à la fin des années 80. Et sous Joseph Kabila, il était porte-parole de la majorité présidentielle. Après avoir suivi André Alain Atundu, mais on se pose une question. Mais comment est-ce que tous ces caciques qui étaient autour de Joseph Kabila, comment est-ce qu'ils ont commis de telles erreurs? Parce que on n'en revient pas lorsqu'on pénètre un peu les accords du M23 avec le gouvernement congolais. Et je vais tout de suite prendre cette analyse qui revient sur les origines du M23 et ses aspirations. Le mouvement du M23 a vu le jour à la suite des accords signés en 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP, qui est le Congrès national pour la défense du peuple, un groupe armé principalement Tutsi. Ces accords prévoyaient l'intégration des combattants du CNDP dans l'armée congolaise et la reconnaissance de leurs revendications politiques. Cependant, le manque de la mise en œuvre par Kinshasa a conduit ces rebelles à se révolter sous le nom du M23 en 2012, car perçu comme une stratégie de cheval de Troie. Donc vous êtes en train de suivre Actu Commenté, et là nous sommes en train de parler des accords du M23. Nous essayons un peu d'expliquer cette situation compliquée, parce que vous connaissez la position du chef de l'État, et tout à l'heure nous allons aussi demander à la régie de nous balancer la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est Jean-Claude Tshilomba. Et Jean-Claude Tshilomba appartient aussi à la famille politique du chef de l'État, donc l'UDPS, et il va aussi il dira la même chose. Il va réitérer la position du gouvernement congolais, du chef de l'État. Cette fois-ci, le chef de l'État a refusé de dialoguer avec le M23 malgré l'insistance de la communauté internationale. Donc, à partir de la maison, vous pouvez aussi réagir. Si vous avez un commentaire, vous pouvez aussi partager avec nous. Voilà, ça c'est ça la situation du pays. La crise actuelle, je continue un peu avec ce commentaire. La crise actuelle et ses aspects géopolitiques. Depuis 2021, le M23 a lancé une série d'offensives s'emparant des territoires stratégiques comme Bunagana à la frontière avec l'Ouganda en 2024. Une nouvelle attaque sur Goma a marqué une escalade du conflit, donnant au M23 un pouvoir politique et militaire pour négocier avec Kinshasa tout en perturbant gravement la vie quotidienne des habitants. Et la position, comme on l'a dit tantôt, jusque-là, le président de la République est inflexible. Il refuse de négocier avec le M23 parce que c'est une situation vraiment compliquée. Et tout à l'heure, là, donc vous avez suivi l'ambassadeur André Alain Atundu autour qui a réagi autour des accords. Voilà. Le gouvernement congolais du temps de Joseph Kabila a négocié avec le M23 et à un moment donné, le M23 avait été vaincu militairement et après, il y a eu résurrection du M23. Alors, une question. Le président de la République a-t-il raison ou bien a-t-il tort
a-t-il raison de refuser de négocier avec le M23? Parce qu'en diplomatie, même lorsqu'en temps de guerre, la porte de négociation n'est jamais fermée. Mais le président de la République a refusé. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? À vous de répondre. Et lorsque vous allez répondre, s'il vous plaît, tenez compte des révélations de André Alain Atondo. Parce que c'est pas une première en République démocratique du Congo. Le M23 a déjà eu à négocier avec le gouvernement congolais. Mais en 2021, le M23 a lancé encore une offensive. Alors, si on peut appuyer le chef de l'État, si le chef de l'État revenait sur sa position, si le chef de l'État Félix Tshisekedi acceptait de négocier avec le M23, qui nous rassure qu'en 2028, le M23 ne va pas ressusciter comme ce fut le cas en 2021. Qu'est-ce qui nous rassure? Mais est-ce que quand le chef de l'État aussi maintient sa position, il dit non, pas question de négocier avec le M23 et la situation dans l'Est, parce que le M23 ne se bat pas seulement avec les éléments de forces armées. Malheureusement, il ne respecte pas les conventions. Malheureusement, il attaque même les endroits où réside la population. C'est un peu ça, les dangers. Et nous allons encore demander à la régie de nous balancer l'élément de Jean-Claude Chilumba qui va encore expliquer la position de la République démocratique du Congo concernant les négociations avec le M23. En 2011, en 2018, et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais vous exagérez, Mboko Yekufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent deux jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus? Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera « Ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika. Une petite correction, là c'était pas le vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Chilumba, c'était plutôt le professeur Kobe Kimpele qui est ancien journaliste à la chaîne nationale, donc à l'époque c'était aux RT, et là présentement il vit en Europe, donc il a apporté aussi sa contribution, il a essayé de clairer la lanterne de la population concernant la crise à Goma, concernant la situation sécuritaire
dans l'Est de la République démocratique du Congo qui dure depuis des décennies. Donc, vous l'avez suivi, il s'agit du projet de la balkanisation. Alors, avec les révélations de Kobe Kimpele, on peut donner raison à Félix Tshisekedi parce que négocier avec le M23 ne changera absolument rien. À chaque fois que le président de la République prend la parole, même la semaine passée, il a pris la parole, il est revenu. Il s'est adressé à la communauté internationale. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ça et les gens se sont dit, mais quel est ce président qui est faible? Au lieu d'attaquer le Rwanda comme il avait promis à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres du Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre. Mais pourquoi il ne le fait pas? Et là, avec les révélations de Kobe Kimpele sur la balkanisation, on a compris un peu les enjeux. Aujourd'hui, déclarer la guerre au Rwanda plutôt, est-ce que ça va résoudre le problème de la République démocratique du Congo? Est-ce que ça va résoudre le problème en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Et nous attendons votre contribution. Nous continuons avec cette analyse. Cette analyste, il revient un peu sur les problèmes de l'Est, donc la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il dit ceci, il commence d'abord par parler de l'héritage national et des conflits identitaires. Il dit les tensions interethniques au Nord Kivu remontent à la période coloniale belge, donc entre 1885 et 1960. À l'époque, la Belgique a tracé des frontières sans tenir compte des réalités ethniques, créant ainsi un terrain propice au conflit. Donc le conflit à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Ses origines, c'est là, nous sommes en train de dire un mot sur les origines selon cet analyste. Elle a également déplacé des populations Tutsi du Rwanda vers la RDC pour des raisons agricoles entraînant des rivalités sur la terre et l'identité avec les communautés bantoues autochtones comme les Nandés et les Houndés. Après l'indépendance en 1960, la RDC a sombré dans les chaos politiques. Les conflits fonciers et ethniques se multipliant, soutenus par un État central incapable de maintenir son autorité dans cette région stratégique. Donc le problème de l'Est date de plusieurs années. C'est même avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est lorsque la Belgique a ramené un peu de Tutsi, lorsque la Belgique a essayé de mélanger les tribus, a essayé de mélanger les ethnies, et on a vu les conséquences. Et je continue. Les génocides rwandais de 1994 a profondément bouleversé la région. Des centaines de milliers de réfugiés Hutus, dont certains étaient impliqués dans les génocides, ont afflué au Nord Kivu, créant un déséquilibre démocratique et favorisant l'émergence des groupes armés comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Le Rwanda a alors mené des incursions militaires en RDC prétendument pour neutraliser les FDLR, mais aussi pour servir ses propres intérêts économiques. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore touché les intérêts économiques. Nous sommes en train d'abord d'expliquer l'histoire. Makambo Bitumba Est et Bandi Wapi. Et Bandi Wapi. Parce que à chaque fois que le président de la République, Félix Tshisekedi, prend la parole, il est très critiqué. Il s'adresse à la communauté internationale. Mais les gens lui rappellent, Félix Tshisekedi, le Baka, on déclaré guerre à Rwanda, on Baka, on réunir les deux chambres du Parlement. Pourquoi aux Sala Ngote? Alors aujourd'hui, c'est comme ça que nous remontons un peu l'histoire. Vous avez suivi la déclaration de Kobe Kimpele. Il y a la Kisibatu. Il a montré le plan de balkanisation. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi a déclaré guerre à Rwanda, est-ce qu'il résout le problème? Tous autres éléments surtout à votre disposition pour vous expliquer un peu cette situation compliquée, et nous attendons aussi votre contribution. L'implication du Rwanda dans ce conflit suscite des vives controverses.
Plusieurs rapports des Nations Unies accusent Kigali de fournir un soutien logistique et militaire au M23, une accusation que le Rwanda rejette en bloc. Oui, pendant des années, le Rwanda a rejeté cette accusation. Mais aujourd'hui, il n'a pas le choix. La communauté internationale ne mâche plus les mots. La communauté internationale exige au Rwanda de reprendre son armée. Exige au Rwanda, libère, que ton armée puisse libérer, puisse quitter les sols congolais. Aujourd'hui, la communauté internationale le dit clairement et souvent, le président de la République, lorsqu'il prend la parole, il s'adresse directement à la communauté internationale. Parce que le plan de la balkanisation n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps. Et avant de prendre une décision, avant de déclarer la guerre au Rwanda, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Vous avez aussi suivi, nous avons balancé l'audio de l'ambassadeur André Alain Atundu, qui n'est pas n'importe qui, bien qu'avec sous Joseph Kabila, il était porte-parole de la majorité présidentielle. On peut même dire que peut-être qu'il n'avait pas de grand pouvoir, mais il maîtrise cette situation. Il a été ambassadeur à Kigali. Il a travaillé dans les renseignements. À l'époque, sous le maréchal Mobutu, c'était le SNIP, le Service National d'Intelligence et de Protection. Donc, lorsqu'Alain Atundu dit quelque chose, il faut vraiment faire attention, il faut tenir compte, il faut prendre au sérieux ses propos. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec cette analyse avant de poursuivre notre émission. Vous êtes en train de suivre Actu Commenté et aujourd'hui, nous essayons de comprendre la situation compliquée dans l'Est de la République démocratique du Congo. En novembre 2012, le M23 a pris Goma. Bon, ça c'est encore l'histoire, provoquant une catastrophe humanitaire et attirant l'attention internationale. Ça, c'était aussi à l'époque. Je vais prendre aussi cette réaction de la CPI. La CPI a dans un communiqué précisé que la situation actuelle à Goma et dans ses environs relève de l'enquête en cours de son procureur qui est déterminé à continuer d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité. Ça, c'est le communiqué de la CPI. Donc, pendant un certain temps, ici, en République démocratique du Congo, on demandait que la communauté, que la CPI puisse intervenir, que la CPI puisse sanctionner le Rwanda qui soutient le M23. Donc, on peut se réjouir un tout petit peu quand même de ce communiqué. Le bureau du procureur suit de près les événements actuels, notamment la grave escalade de la violence au cours des dernières semaines dans l'est de la RDC, en particulier dans et autour de la capitale provinciale du Nord Kivu, qui est Goma. Des sources crédibles indiquent que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et dans ses environs, y compris des civils et des soldats de la paix après des mois d'affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement du M23 et leurs alliés. Ça, c'est le communiqué de la CPI et vous êtes en train de suivre Actu Commenté et il faut savoir que derrière les violences se cachent aussi des intérêts économiques. Alors, à un moment donné, vous allez vous rappeler que le président Félix Tshisekedi avait reçu Paul Kagame. Il avait reçu Paul Kagame. C'était à Goma. À un moment donné, Paul Kagame était même venu ici à Kinshasa. Ça, c'était lors du deuil. Tambazole, la papa Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi avait même reçu Paul Kagame. Kagame. Pourquoi chef de l'État Salakiango, chef de l'État, famille politique, n'est pas expliqué que chef de l'État Alinga Sola na Paul Kagame. Donc, point de besoin de continuer de soutenir des mouvements rebelles qui endeuillent mon pays. Point de besoin de soutenir ces rebelles qui tuent les civils, qui tuent la population, puisque derrière tous ces
conflit se cachent les intérêts économiques, puisque la province du Nord Kivu est très riche, hein, il y a de l'or, il y a aussi les coltons. Et aujourd'hui, le colton intéresse plusieurs pays. La demande du colton a augmenté avec l'expansion des technologies modernes. Aujourd'hui, pour des voitures électriques, les voitures pour fabriquer les voitures électriques, on a besoin du colton. Dans les téléphones, on utilisé, on a besoin du colton. Même dans l'ordinateur, on a besoin de colton. Alors, chef de l'État, à l'Obino, à Solana Kagame. Nakatanga, ba mining ezali. Ba chinois, ba exploitaka. Ba européens, ba américains, ba zo ko exploiter. Ba so sala ngo na voie légale. Ba so so mbongo na bango, mbongo peso kota na caisse à l'État. Yo lo continue ko soutenir ba mouvement rebelle wana M23, na ba mouvement mususu et botamaka tout le temps wana, yaka na voie normale, hein, na voie normale, exploitation à colton et ça les mana ba voie normale. Malgré la démarche Union sur Félix Tshisekedi da salaki, résultat est que Kagame ayokaki nae vraiment ayokaki nae angote puisque azo continuer que soutenir ba mouvement il y a M23. Les ressources naturelles attirent des convoitises des puissances qui veulent contrôler la richesse. Naba multinationales, naba puissance union surtout wana ba multinationales les Arabes américains, les Arabes français, tout le monde veut avoir la même mise sur le colton. Alors vous comprenez un peu la situation est compliquée dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors lorsque le président de la République prend la parole, il s'adresse souvent à la communauté internationale. Communauté internationale, communauté internationale, communauté internationale. Et partout aussi, on critique le président de la République. Que ce soit au Congo, même en dehors, quand vous suivez, il y a des vidéos, il y a des émissions. Mais Félix Tshisekedi, on a président de Mboka Mounene, qui est la République démocratique du Congo. Rwanda, Zaka Mouké, pourquoi je vais écraser? Alors, avec tous les éléments que nous sommes en train de balancer aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre cette situation qui est vraiment compliquée. D'une part, il y a d'abord l'Ikamama Belé. Bazana Posa, plan de balkanisation, dépeupler Est et la République démocratique du Congo, placer le peuple Moussoussou. Ça, c'est le premier problème, la source du conflit. Nous, surtout, ça remonte à l'époque coloniale, hein, avant toute l'époque coloniale, avec la Belgique, hein, l'héritage colonial et des conflits identitaires. Les tensions interethniques au nord qui vous remonte à la période coloniale belge, donc de 1865 à 1960, donc Makambe Bandara déjà. Avant Bissoko Seng indépendance, avant que Lumumba, politicien, Kotonje Seng indépendance, Makambo déjà Bandaki déjà na CNAC. Non, et Peli Motote, mais Bandaki non na CNAC. À l'époque, la Belgique a tracé des frontières sans tenir compte des réalités ethniques. Réalité ethnique à tenir compte dans côté il y a Monica Rabian surtout aux abatoumundo à l'époque qui est beau vendre non hein pour batuba yokana il faut baebi que banande bavanda rakotoyo unde bavanda rakotoyo et ainsi de suite. Mais la Belgique n'a pas tenu compte de tout cela, donc ça c'était le premier problème. Et puis avec les années en 1994 c'est là Makambo vraiment sous ce bardé un génocide rwandais au Salema, beaucoup de Rwandais Bisopé Zahir Motema Boboto pays hospitalier to yambaki ba Rwandais ebele et comme ba zonga et comme biso problème. Et puis à part ça problème de multinationale. Ba multinationale bango bazena posa pe à couloir. Bazena posa la matière première, bazena posa or, bazena posa la colton. Au lieu de venir na voie normale, négocier avec le gouvernement congolais, non. Bango ba emprunter nzela mususu. Ba moni qu'il faut armer rebelle, il faut exploiter, aller à la source, prendre ce que vous voulez sans rien payer au pays. Donc c'est un peu ça la situation de la République démocratique du Congo. Nous allons encore du côté de la régie. Cette fois-ci balancer la réaction de Jean-Claude Tshilomba, qui est le premier président de l'Assemblée nationale. Les gens sont allés plus loin. Vous avez entendu les députés européens qui ont parlé du recel des minerais de la RDC, y compris par l'Union européenne au travers le Rwanda. D'ailleurs, il y a des rapports de l'ONU qui ont montré que le M23 était soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas qu'il est soutenu par le Rwanda, il est clairement établi que c'est des troupes rwandaises, c'est le Rwanda qui recrute, qui organise, qui finance
ces financements que les députés, de nombreux députés européens, j'insiste, qu'on vient de dire sans être contredit que ces financements viennent entre autres de l'Union européenne qui servent à fournir au Rwanda du matériel militaire qui lui permet de piller les minerais qui sont par la suite, qui font l'objet de Sorecel et qui alimentent la contrebande dans la région. C'est pourquoi nous disons que les efforts ne doivent pas être envisagés en solo. Il faut que désormais tous ces États européens, notamment, donnent des leçons. Excusez-moi de vous couper. Lorsqu'on voit tous les morts sur le terrain, tous les blessés, l'urgent actuellement, n'est-ce pas d'avoir une trêve humanitaire? Ce n'est pas ça la solution. Comme le demande l'ONU. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça le rôle des Nations Unies, je dis bien. Quel est le rôle des Nations Unies selon vous? C'est le maintien de la paix, c'est le maintien de la sécurité. Et les Nations Unies devraient agir en leur qualité d'organisation fondée effectivement pour la paix et la sécurité, et non pour le maintien, plutôt pour les actions humanitaires qui ont des organisations attitrées pour cela. La timidité de ces réactions des Nations Unies qui pensent que c'est normal que la guerre continue, que les violations des droits de l'homme continuent dans cette région où l'on a vécu, comme j'ai dit tantôt ici, l'insoutenable. Vous connaissez que de par le passé, ça fait 30 ans, on a connu de massacres affreux, des Kassika, des Mwenga, des Makobola, des Tingitingi, où des enfants ont été pilés dans des mortiers. Et oui, là, vous avez suivi Jean-Claude Tshilomba, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il explique la position de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui maintient jusque-là sa position de ne pas négocier avec le M23, malgré la pression de la communauté internationale, puisque la communauté internationale dit que vous n'avez pas le choix. Il vous faut dialoguer avec, le M23. Et jusque-là, le président de la République n'est pas d'accord. Je prends cette réaction de Steve Mbikai, l'honorable Steve Mbikai, qui écrit ceci: les agressions répétées de la RDC. La solution durable ne consiste pas à neutraliser le M23 ou à prendre des sanctions contre le Rwanda. Même vaincu, ce mouvement renaîtra avec un autre pseudo, à l'instar de l'AFDEL, qui était devenu RCD, CNDP, parce que la même cause produira les mêmes effets. Quant aux sanctions, elles sont souvent cosmétiques et folkloriques. Pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et en RDC, tous ceux qui nous soutiennent réellement doivent travailler pour la chute du régime Kagame ou de la disparition physique de Paul Kagame. Ça, c'est le point de vue du député national de l'honorable et président du Parti travailliste, Steve Mbikai. Je continue avec les commentaires. Alors que Kagame a toujours nié la présence de troupes rwandaises sur la terre du Kivu et a toujours présenté la guerre comme la guerre dans cette partie du pays comme une affaire congolaise, notamment contre le M23 défait depuis Belle-Lurette par les FARDC. Il a été confondu par l'ONU sur la base des preuves fournies par ses experts grâce à l'opinion traité diplomatique du président Tshisekedi qui n'a pas ménagé sa peine. Le Rwanda fut reconnu comme agresseur de la République démocratique du Congo et Kagame est condamné en conséquence par la communauté internationale et par l'ONU. Et là, ça, ce sont les différentes réactions. La communauté internationale qui a longtemps fait semblant d'ignorer qui est l'auteur de l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est n'est rien d'autre que le Rwanda. Et finalement, il a admis, finalement, il accuse et il reconnaît, il demande aussi à Paul Kagame que ces militaires quittent la République démocratique du Congo. Je vais rappeler aussi, cette signature. La signature du mémorandum entre le Rwanda et l'Union européenne portant sur des matières non existantes au Rwanda en quantité commerçable est un message trouble et troublant pour le peuple congolais et un soutien inexplicable à un resquilleur impénitent perché sur les hauteurs du pays des 1000 collines. Et voilà. Donc là, je crois que
Vous êtes en train de suivre Actu Commenté, la position du chef de l'État. Il y a plusieurs éléments qui donnent au président de la République raison. D'abord, cette réaction aussi de l'honorable Steve Mbikai, il dit que soutenir, sanctionner le Rwanda ne va rien changer. Hein. Défaire le M23. Si on défait le M23 aujourd'hui, demain, le M23 va se muer. Hein. Donc, lobby M23 est comme un suélo. Donc, M23, donc, ça l'aura Nyoka. Hein. Nyoka, chaque fois, on a poso. Mais Nyoka, on a koufité. Hein. Tantôt Azaki à AFDEL, à commu M23, au FDLR, CNDP, ça c'est la position de Steve Mbikai. Et malgré l'hypocrisie de la communauté internationale, c'est pourquoi le président de la République, à chaque discours, quand il prend la parole pour dénoncer la situation, l'agression de la République démocratique du Congo, souvent il pointe la communauté internationale. Parce que la communauté internationale n'est pas sans ignorer que les matières premières, c'est que le Rwanda vend, l'or, le coltan ne lui appartient pas. La communauté internationale le sait. Mais bien que la communauté internationale le sait, il a quand même signé. Il y a quand même cette signature du mémorandum entre le Rwanda et l'Union européenne portant sur des matières premières non existantes au Rwanda en quantité commerçable. Et puis voilà. Alors, lorsque on parle des intérêts économiques, il y aura toujours la protection de la communauté internationale. Aujourd'hui, on peut déclarer la guerre au Rwanda, mais le lendemain, puisque les intérêts de la communauté internationale, de l'Union européenne sont là, ils peuvent aussi utiliser, détourner cela. Armé, groupe rebelle Moussoussou. Voilà un peu, ça c'est la position de la République démocratique du Congo qui jusque-là n'a pas changé. La communauté internationale insiste, il faut négocier avec le Rwanda, mais avec tous les éléments que nous sommes en train de vous fournir, vous allez donc réagir. Et vous savez que la ville de Goma, qui est un carrefour commercial majeur, est aujourd'hui paralysée et parce que la population est en train de suivre, est en train de fuir. Et il y a des bombardements intensifs qui ont ravagé les routes, les écoles et les hôpitaux. Et là, le président de la République est revenu sur ça. Il dit qu'il a dénoncé cette situation. Il s'est adressé directement à la communauté internationale, que le Rwanda ne respecte rien. Hein, ne respecte pas les conventions. En temps de guerre, même lorsque en temps de guerre, on ne touche pas les civils, on ne touche pas les hôpitaux, on ne touche pas les écoles. On se bat plutôt avec l'armée. Mais ça, le M23 soutenu par le Rwanda ne respecte pas. Nous allons prendre pour vous ces commentaires concernant quelques pistes de solutions pour rétablir la paix dans l'Est. Voilà, je prends ce commentaire. La RDC doit renforcer ses institutions, réformer son armée et lutter contre la corruption pour regagner la confiance des populations locales. Je prends un autre commentaire. Les minéraux dont l'exploitation illégale alimente les groupes armés doivent être intégrés dans les chaînes d'approvisionnement transparentes et contrôlées. Et voilà, pour mettre fin à la crise du Nord Kivu, une approche globale et intégrée est nécessaire, prenant en compte les réalités locales et les dynamiques régionales. Et voilà, les relations entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda doivent être apaisées par des mécanismes comme la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Voilà, les personnes déplacées ne peuvent être laissées à elles-mêmes. La reconstruction est une nécessité urgente. Voilà, à cause de cette situation humanitaire, la communauté internationale a demandé une trêve. Et vous avez suivi Jean-Claude Tshilomba, premier président de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'il ne s'agit pas de trêve. Il faut passer à une trêve à un moment donné parce que la population est touchée. Il faut quitter le territoire Nabiso. Ça, c'est la position de la République démocratique du Congo. Vous êtes donc en train de suivre Actu Commenté et aujourd'hui, on a essayé d'expliquer une situation compliquée, vraiment, ce conflit du M23 et la crise que traverse Goma, cette situation compliquée, qui a des racines au niveau de l'histoire. Donc, ça date de 1885 selon les analyses, selon les éléments
que nous avons préparées, que nous avons balancées ici, et vous avez suivi différentes réactions. Il y a la sortie médiatique de André Alain Atundu. Lui, il a parlé des mauvaises négociations. Voilà, la République démocratique du Congo quand même n'a pas très bien négocié avec le M23, ce qui fait qu'à un moment donné, l'M23 a été vaincu militairement, et puis il y a eu encore résurrection du M23. Vous avez aussi suivi la réaction de Steve Mbikai et de l'honorable Steve Mbikai qui lui a emboîté la position du chef de l'État. Il est contre justement, il est contre les négociations parce que pour lui, négocier avec le M23 ne va rien changer. Encore, sanctionner le Rwanda comme demande la classe politique ne va absolument rien changer. Ça, c'est la position du Steve Mbika. Et vous avez aussi suivi la réaction, les révélations de Kwebe Kimpele, le professeur Kwebe Kimpele, cet ancien journaliste à l'office zaïrois. C'était OZRT1, à l'époque, la chaîne nationale, qui a parlé du projet de la balkanisation. Donc, sanctionner le Rwanda aujourd'hui, est-ce que ça va résoudre le problème? Mais il faut quand même sanctionner. Défaire le M23. Il a révélé que le projet date de très longtemps, c'est un vieux projet et chaque chancellerie possède ce projet de la balkanisation. Quand le projet de la balkanisation a commencé, Macron n'était pas encore président de la République, mais quand il a accédé au pouvoir, a coutipé projet à balkanisation. La Belgique, projet à balkanisation. Aux États-Unis, tout le monde avait vu la chancellerie, surtout, basé à projet à balkanisation. Et vous l'avez suivi. Je vais prendre ce commentaire. Il dit ceci. Ce commentaire nous vient de Victor. Il dit « Julien Paluku doit passer à la télé, nous expliquer pendant les 12 ans qu'il a passé à la tête de la province, comment le Rwandais exploitait nos minerais. » Et voilà. Et voilà. Julien Paluku. Aujourd'hui, il est ministre du Commerce extérieur. Il était aussi ministre de l'Industrie. Et pendant plus de 10 ans, il était à la tête de la province du Nord Kivu. Cette province meurtrie, cette province qui possède le coltan, mais la population n'en bénéficie pas. Et il doit nous expliquer, ça c'est la vie d'un Congolais. Vous aussi, vous pouvez nous écrire. Il doit nous expliquer comment est-ce que le Rwanda exploitait nos minerais. Ça, il doit expliquer. Je vais prendre un dernier commentaire. Un dernier commentaire, toujours concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a... voilà, je prends cette réaction. Il dit... le président de la République doit décréter un état d'urgence, ce qui aura comme effet la suppression du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, la révocation du gouvernement, constitution d'une équipe gouvernementale d'environ 20 personnes, affectation de 50% du budget à l'armée, fermeture des boîtes de nuit, ça c'est son avis, diffusion des chansons patriotiques et émissions appelant plutôt la population au patriotisme. Et voilà, ça ce sont les différentes réactions face à la situation que traverse l'Est de la République démocratique du Congo, face à l'aggravation de cette situation, face au conflit du M23. Les Congolais réfléchissent et vous êtes à la maison. Vous pouvez également nous écrire et nous allons partager aussi les différents commentaires. Je continue. Et qu'est-ce qui fait que la fermeture des frontières avec le Rwanda n'a jamais été envisagée dans ce régime? Ça, c'est une question. Jusqu'à quand les discours sont des mesures draconiennes? Mais là, nous allons tenter de répondre. Qu'est-ce qui fait que la fermeture des frontières avec le Rwanda n'a jamais été envisagée dans ce régime? Là, ce sera très difficile à en croire les habitants de Goma, parce que ceux qui habitent à Goma ont une autre réalité. Donc, réalité fermer les frontières, on est à Rwanda, c'est un peu difficile.
et ça vraiment un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais vont dans la Goma, ça là na Gisenyi. Les Congolais mususu, donc chaque jour va traverser ça. Azana Goma a Gisenyi, a travaillé à Zongi. Et puis Gisenyi, nos commerçants s'approvisionnent aussi à Gisenyi, Bamatungulu, Bamadesu. Donc, crise humanitaire et aux Alassous Makasi, là, c'est ceux qui sont à Kinshasa quand même ont un autre regard par rapport à ceux qui vivent cette situation et ceux qui vivent cette situation au quotidien à Goma ont répondu déjà à cette question-là, que ce sera difficile. Si aujourd'hui, Kinshasa peut ordonner, aujourd'hui il y a un nouveau gouverneur militaire là-bas au nord qui il peut ordonner, bon, Tokangi frontière Rwanda, mais on a un peu difficile, hein, et on a un peu difficile parce que même en temps de guerre, toutes les portes elles sont fermées. On évite l'aggravation de la situation humanitaire. Donc ceux qui sont à Kinshasa, et voilà. Hein. Et voilà, je vais encore rappeler ceci que toujours pour trouver des solutions sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous rappelons que les députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu ont été reçus par le président de la République et aujourd'hui c'est la mobilisation est générale, tout le monde se mobilise pour mettre fin à cette situation. Donc vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Et aujourd'hui, on a parlé du conflit. Le conflit du M23 et la crise à Goma, c'est une situation compliquée que nous avons essayé de répondre, nous avons essayé d'expliquer avec les interventions de ceux qui ont quand même l'information. Nous avons balancé ici la réaction de l'ambassadeur André Alain Atundu que tout le monde a vu et nous arrivons à la fin de cette émission Actu Commenté. Merci d'avoir été avec nous. Ensemble, espérons un avenir plus serein pour Goma, pour la province du Nord Kivu, pour la province du Sud Kivu, pour la République démocratique du Congo tout entière. Et nous allons aussi rappeler ceci que les réseaux sociaux, donc TikTok, a été momentanément banni en République démocratique du Congo. Et puis le compte X, donc autrefois le compte Twitter, a été aussi fermé. Et au niveau de l'app, on dit quoi, App Store, hein? Donc, ils ont aussi bloqué, hein, donc on ne sait pas, pour éviter un peu aux Congolais malicieux de contourner cette mesure et tout a été bloqué. Donc, on ne sait pas suivre ce qui se passe sur Twitter. On ne sait pas aussi, on n'a pas non plus accès au TikTok. Ça, c'est pour éviter un peu le poison que véhiculait le Rwanda, parce que le Rwanda a toute une armée numérique d'après les informations. Oui, il y a même quelques compatriotes aussi, peut-être sans le savoir, ils sont manipulés et il y a des informations, des fake news qui sont véhiculées et cette mesure a été prise. Mais nous avons quand même une demande parce que la nature a horreur du vide. Hein? La nature a vraiment horreur du vide. Le compte X a été fermé momentanément. Le Twitter, le compte TikTok aussi, le réseau social TikTok aussi a été fermé momentanément. Mais puisque la nature a horreur du vide, nous avons besoin, tout le monde a besoin des images, des vidéos qui encouragent nos forces armées. Quand il y a une victoire des forces armées, nous en avons besoin parce que des fois, lorsqu'on appelle le porte-parole de l'armée, c'est un peu difficile hein, qu'il réagisse. Et voilà, nous avons terminé cette émission. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu Commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu Commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là.
Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malini. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Avec Amira Malini, soyez au cœur de l'info. Actu commenté, c'est le rendez-vous. Pour tout savoir, pour tout comprendre, Perfect TV vous attend. Ne tardez pas à nous rejoindre. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là.